Le résultat de ce sondage, IFOP, fiducial pour Paris Match. Il faut l'afficher, ce sondage, parce que alors là, c'est des bonnes nouvelles pour vous. Franchement, là, c'était Noël avant l'heure. Michel-Édouard Leclerc, opinion favorable, personnalité préférée, c'est la formule. Michel-Édouard Leclerc, 49%. Vous êtes en tête. Alors, on ne peut pas citer tout le monde, mais quand on compare à certains au centre droit et au centre gauche, parce qu'on part du principe que vous êtes plutôt dans cette mouvance-là, au sens large, même si vous le dites juste avant, vous êtes très ouvert. Vous êtes devant Dominique de Villepin, devant Édouard Philippe, devant Gabriel Attal, devant François Hollande. Et première réaction personnelle ? Ouais. Je suis quand même pas dupe. Je suis très flatté. Je suis honoré. Ça me rend responsable. Ça m'interpelle. Genre chrétien coupable. Vous voyez, c'est la cote qu'on m'accorde et que le public m'accorde. Je vais en faire quelque chose. Je veux en faire quelque chose et je me dois à la société. Mais ça n'existe pas par ma personne. Il faut quand même le dire très clairement. Est-ce que ça donne envie de s'engager davantage ? Faut pas se leurrer. Oui, je suis un entrepreneur engagé, avec des entrepreneurs engagés, mais ma cote de popularité, je la dois aussi à mes 700 collègues entrepreneurs dans un maillage territorial très fort, qui fait que ce que je peux dire, si c'est suivi des faits dans un magasin, dans un drive ou sur le plan local, ça fait sens. Mais par contre, sans eux, je ne suis qu'une voix parmi d'autres. Ça fait longtemps que je suis pas dupe, quoi. Ça fait longtemps que vous labourez le terrain. Je pense que j'aimerais bien une chose qu'on découvre chez vous, qui est souvent méconnue. Vous venez de loin. Vous avez été rocardien. Par exemple, quand on remonte dans les photos, en politique, vous avez été très présent, pas au sens partisan, mais très engagé, engagé dans beaucoup de domaines. Et ça, c'est votre point de départ, rocardien. Oui. Alors je l'ai connu par mon père, Édouard Leclerc. Mon père et ma mère. Michel Rocard s'intéressait au mouvement paysan. Les fondateurs du PSU, Parti Social Unifié, je le dis pour les plus jeunes parce que c'est sûr que c'est un peu loin. On a eu, je crois, qu'un seul maire en France. Il s'appelait Le Foll. C'est pas le maire du Mans. C'était à Saint-Brieuc. Et Michel Rocard suivait la modernisation de l'agriculture française et il était dans les tracteurs des premières ventes directes que mon père organisait sur Paris. Comme ça. Et j'aimais bien cet homme parce que il savait faire alliance entre le pragmatisme, le travail sur un marché, les métiers et le concept. Alors, il n'était pas toujours le bon pédagogue de ce qu'il voulait faire. Il a été broyé par la machine mitterrandienne, mais j'aimais beaucoup cet homme. Ouais. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui, cette mouvance sociale, appelons-la comme on veut, social-démocrate? Vous avez été proche, je vais encore citer des noms qui sont très oubliés aujourd'hui, comme le PSU, mais Olof Palme chez les Nordiques, Kreisky, l'Autrichien. Tout ça, ce sont des gens que vous avez connus, ces gens qui étaient plutôt de centre-gauche, mais considérant, comme les Allemands, qu'il fallait une économie sociale de marché, un vrai marché, mais qui après redistribue bien. C'est ça. Moi, j'ai été formé par des leaders politiques, par la pensée de leaders politiques, qui étaient considérés comme des modèles à l'époque. Le modèle suédois, je ne sais pas franchement si on le mythifiait ou pas, mais Olof Palme, c'était quelqu'un que tout le monde respectait. Est-ce que ça peut marcher aujourd'hui? Le chancelier Kreisky, c'était une grande figure. Erhard en Allemagne. Est-ce que ça peut marcher encore aujourd'hui? Beaucoup disent c'est fini, la social-démocratie c'est mort. Toutes ces idées de on a un marché fort et puis on redistribue, ça c'est la vieille Europe, c'est fini. Est-ce que vous y croyez encore? Je crois au primat du politique, au primat du projet collectif sur les oligarques, les intérêts privés ou même l'esprit d'entreprise. À un moment donné, il faut faire société et celui qui fait société, il est au-delà des intérêts privés. Donc, je crois à la mission du politique qui n'est pas forcément bien pratiquée aujourd'hui. Je crois au primat du politique, je crois à l'esprit d'entreprise. Je pense que le marché peut apporter beaucoup d'émulation. C'est comme le sport, la compétition est c'est comme dans les arts ou dans l'amour. La compétition, ça vous révèle. Mais par contre, je pense que oui, c'est ça. Et la social-démocratie, c'est ça. Strauss-Kahn ne se serait pas explosé en vol pour ses affaires personnelles. Il incarnait assez bien ça. Il regroupait cet esprit-là. Allez, certes, ceux qui nous écoutent vont dire c'est vraiment des passéistes qui parlent beaucoup du passé, mais d'après vous, les bifurcations manquées, vous avez dit alors Strauss-Kahn qui aurait peut-être été cette gauche un peu libérale, Rocard, ils ont tous perdu, vos copains. Ouais. Qui d'autre? Moi j'aimais beaucoup Pierre Bérégovoy. Alors Pierre Bérégovoy aussi c'était quelqu'un qui venait du terrain, qui n'avait pas fait de grandes études, il n'était pas du clan, il n'était pas casté, et ce type avait une générosité personnelle pour la chose publique
formidable, quoi. Emmanuel Macron, c'était la grande promesse. 2017, c'est quelqu'un qui vient de la gauche. Rappelez-vous, on oublie un peu aujourd'hui. Oui, c'est en vrai. 2017, on J'ai disait... rencontré d'abord chez François Hollande. Hein, voilà. Et alors, quel est le bilan à ce stade? C'est pas fini, mais à ce stade, d'après vous, d'Emmanuel Macron? Eh bien, moi, je pense à la force de la social-démocratie, à condition qu'elle s'appuie sur les acteurs politiques et économiques de nos régions, du terrain, etc. L'échec de Macron, c'est d'avoir passé outre à ces relais qui étaient peut-être moins futés, qui avaient peut-être fait moins d'études, qui étaient moins saint-simoniens, qui étaient moins dans le concept. Alors que ce qui est important, c'est pas d'avoir raison, c'est pas simplement d'avoir la vision, c'est de faire appliquer par des gens. Et on doit avoir l'abnégation de faire créer par des gens il faut prendre le temps de la pédagogie. Moi, je suis pour la décentralisation. Alors, il n'a pas assez délégué, d'après vous? Ah bah ouais, c'est sûr. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que la pensée philosophique à laquelle il se réfère, je ne vais pas simplement parler de Ricoeur, l'aurait dû amener à décentraliser énormément, à faire confiance, à déléguer je sais pas, au président de la région Bretagne, au président du Finistère, au président de la Gironde. C'est l'esprit de la Ve République, non? Je pense que c'est une mauvaise interprétation du gaullisme. La fonction doit, à mon avis, rigidifier la chose. Je viens de relire le bouquin de Jean Lacouture sur la biographie du général de Gaulle. C'est sûr que l'homme... physiquement, il fait aujourd'hui, par rapport à nos enfants, il est rigide, il est homme du passé, il est onctueux. Mais je pense que justement, c'est pas le modèle physique qu'il faut copier, mais c'est quand même le modèle d'intégrité, le modèle d'ouverture qui est quand même intéressant. Il démissionne en 68 devant la chienlit, là, comme il disait, mais il revient quand même. Hein, il essaye. Et c'est quand il voit que politiquement ça passe pas qu'il s'en va. Mais moi j'aime bien cette probité, un ancien militaire, un haut fonctionnaire, un chef d'entreprise peut-être, mais ça c'est ça la qualité première. Aimer les gens. Si vous étiez vous président de la République, est-ce que la fonction devrait être un peu décentralisée? Je pense que un président même dans le privé, il dirige pas. Un président, c'est celui qui fédère. Un président, c'est celui qui incarne. Un président, c'est celui qui influence. Mais il ne dirige pas. Le tort d'Emmanuel Macron, c'est de vouloir faire les deux. Quand il y a eu les Gilets jaunes et qu'il a fait le Tour de France, lui-même, dans un numéro d'acteur et de spectacle assez impressionnant, il faut le reconnaître, et il l'a fait à la place de ceux qui l'avaient fait élire et qui auraient dû faire ça. Parce que du coup, quand ça ne marche pas, c'est lui qui prend les coups. Quand le Parlement et l'exécutif à Paris sont bloqués, heureusement que nous, en région, et là c'est encore le Breton qui parle, heureusement que nous, en région, on prend le même train pour aller à Paris, nos enfants vont dans les mêmes écoles, heureusement que nos élus trouvent les voies des compromis. Enfin, je sais pas, à Brest... la création d'un stade de foot, ça fait des pages et des pages dans Ouest France et le Télégramme. On ne sait plus si le débat il est de gauche et de droite ou s'il est macroniste ou LFiste. Aujourd'hui, c'est le sujet lui-même qui l'emporte. Ça veut dire que si vous deveniez président de la République, ça ce serait un point de décentraliser, d'ouvrir. Je me suis jamais vu président de la République, d'accord ? Faut que ce soit clair. Et c'est pas un jeu pour moi. Moi, ça m'intéresse d'aider des gens. J'aime les gens. Je pense que la France se déclasse là au fur et à mesure, alors qu'elle a un potentiel formidable. Et j'aimerais bien. Mon ego serait satisfait de faire partie des gens, du privé ou du public, qui essaieraient de rassembler les Français, de leur redonner confiance. Michel-Édouard Leclerc, vous voyez la multiplicité des candidatures, certaines très crédibles, d'autres moins. Il y a un petit côté, évidemment, avec le jeu de bascule, avec LFI, RN d'un côté, parfois on se dit avec 12%, on peut sauter du premier au second tour et du second tour. Voilà. Quand vous voyez, il y en a plein. Là encore, ces derniers jours, de quel œil vous les regardez ? Ah, mais je ne regarde pas ça. Ah, mais bien sûr, vous les regardez. Non, je vous jure. Non. Moi, bien sûr que vous regardez. Franchement, je vis avec... Il y a 180 000 salariés dans les centrales nucléaires. Je vis avec des représentants dans toutes ces régions, de chefs d'entreprise, de collaborateurs. Nous, on est projetés sur 2035. On a décidé de quitter dans notre tête l'obsession, la tétanisation que produit les débats parlementaires depuis 3 ans pour
pour tracer notre route et amener d'autres avec nous. Comment relancer la croissance et la consommation? Parce que dans le système dont vous parliez tout à l'heure, on a bien compris, votre idée, c'est la vieille idée, appelons ça comme vous voulez, je dis social-démocrate par confort, c'est il faut d'abord produire le plus possible avant de partager. Enfin, il faut produire. Comment on relance ça? Moi, justement, une des erreurs des ministres sous Emmanuel Macron, c'est d'avoir opposé les catégories. Agriculteurs contre industrie, VTC, Uber contre taxi. On comprend l'idée de concurrence, les agriculteurs sur les parkings des magasins. Mais même l'intersectionnalité des luttes ne produit pas un projet. Et donc, la division dans laquelle est la société française, même entre corporations, aujourd'hui, elle n'est pas... Rappelez-vous, pendant le Covid, quand on avait créé les commerçants essentiels et les commerçants non essentiels, reconnaissez que quand on vit ça, c'est terriblement déclassant, quoi. Vous n'êtes pas un anti-étatiste. Moi, je vous ai pas mal pratiqué maintenant. Je suis surpris. Il y a une sorte de malentendu. Comme vous venez d'économie, on se dit il va dire on va tailler dans l'État, etc. Non, vous êtes plutôt indulgent. Vous dites, je suis mieux pour une forme de régulation. Je crois que vous allez recevoir Thierry Breton tout à l'heure. Il en parle au niveau européen. Même sur le marché français, il faut des autorités de régulation. Il faut une régulation par rapport aux droits de la concurrence, par rapport aux droits de l'entreprise, aux droits commerciaux, mais il faut une régulation aussi des flux sociaux, de la migration, des dépenses. Vous dites en substance, plutôt que de vouloir absolument économiser de façon un peu radine ici ou là, l'idée c'est de produire plus, de créer plus. Pardon encore pour ma métaphore commerciale, mais un commerçant qui est trop endetté, sauf aller à la casse et aller au redressement judiciaire, ce que peut pas faire un pays comme la France, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas, sur le pas de sa porte, taper les consommateurs et tendre la main, ou leur dire « vous rentrez chez moi et vous payez ». Un commerçant, il change sa vitrine, le restaurateur pareil, il change son menu, et il dit « j'ai changé, venez chez moi ». Et on peut faire accepter des choses contraignantes aux consommateurs, aux citoyens, si de l'autre côté... la contrainte apparaît marginale par rapport à l'espérance d'un futur. Et c'est cette espérance d'un futur programmé qui n'existe pas. Alors on a compris mais c'est quoi l'équivalent pour l'État? Aucun Français ne connaît le plan. Alors c'est quoi votre équivalent pour l'État? Là, ce que vous venez de dire, on comprend très bien, c'est logique, mais qui est pleine de bon sens. Mais l'équivalent pour l'État en France, c'est quoi? L'État, aujourd'hui, soit dans son domaine régalien, la défense, pendant qu'on nous demande d'économiser 2 ou 3 milliards, on parle du plan l'État, du plan Drahi ou du plan de réarmement de l'Europe, on est entre 500 et 1000 milliards. Donc c'est inaudible pour quelqu'un qui gagne 2000 balles par mois, comme ça, qui nous écoute. C'est inaudible qu'on leur dit il faut que vous ayez un peu moins de retraite, que vous travaillez plus pour économiser ça, quand de l'autre côté, on dit qu'un plan de réarmement est nécessaire et probablement vrai d'ailleurs, et on cite ces sommes-là. C'est inaudible pour les Français. Mais ça veut dire le pouvoir d'achat, puisque tout revient là. Vous venez de dire l'exemple du Français qui a 2000 €. Le pouvoir d'achat, comment est-ce que vous l'augmentez? Il y a 2 sujets pour les Français, le pouvoir d'achat et la sécurité. Et pour moi, c'est deux sujets liés. On lie toujours le thème de la sécurité au thème de l'immigration. Ça, c'est l'exploitation politique, RN, même LR, etc. En fait, l'insécurité, elle est aussi dans le fait de savoir si nos gosses auront des emplois, s'ils auront des retraites, si on peut acheter un appartement, combien d'annuités de travail il faut pour acheter un logement, est-ce qu'il faut acheter une bagnole ou ne pas en acheter et attendre. Ça participe de l'insécurité, vous comprenez? Donc pour moi aujourd'hui, la réponse au pouvoir d'achat, c'est de libérer du salaire, pour pouvoir que les entreprises sortent de la trappe de bas salaire, il faut trouver un autre mode de financement du système social, enlever les charges sur le salaire, aussi bien la charge patronale que salariale. Ça se programme, je ne dis pas comme ça avec la potion magique, ça se programme de manière à ce que les entreprises investissent dans l'emploi, proposent aux jeunes des emplois intéressants, que des jeunes puissent espérer acheter un logement en programmant. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est comme il n'y a pas d'espérance d'augmentation de salaire suffisante, dès qu'on en a, on épargne. On a le taux d'épargne le plus élevé d'Europe. Donc on n'est pas en faillite, c'est juste la mécanique qui n'est pas relancée. Un mot d'optimisme. Vous insistez sur le fait que contrairement au lieu commun, bien sûr, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui souffrent, mais en réalité, l'économie française, européenne et d'ailleurs américaine se porte pas si mal. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un petit peu de votre faute aussi, si vous voulez bien être le Saint-Sébastien. Ça se passait bien jusqu'à présent. Le Saint-Sébastien des médias, là. Et franchement.
La France a battu le record mondial de visites touristiques. La carte postale des Jeux Olympiques, ça a marché du feu de Dieu, d'accord ? Notre-Dame, reconstruite, même pas dans la douleur, avec l'argent des riches et l'argent des pauvres, hein, parce qu'il y avait les deux qui se faisaient le concours là, pour qui serait le meilleur mécène, Pinault et Bernard Arnault. Mais Notre-Dame, en 5 ans, premier monument du monde visité, doublant la Tour Eiffel. C'est un succès français. Quand on a un projet, de l'effort, là, il n'y a pas à gauche et droite, on est bien d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas une gauche et une droite, hein, mais là, il n'y a pas cette tension, et on a le record mondial. Et malgré ça, vous trouvez des restaurateurs, des épiciers, qui disent « Ouais, mais ils ne nous ont pas acheté grand-chose ». Mais ça, c'est de notre faute. Parce que quand on a 100 millions de visiteurs qui viennent dans notre pays et qu'on ne leur vend pas grand-chose, ça, c'est un problème professionnel. Est-ce que la politique est un métier ? La politique est un métier aujourd'hui, oui. Ouais, c'est un métier, et c'est là où on a le droit, sans nourrir le populisme, de poser la question du professionnalisme de nos hommes politiques. Ils ne le sont pas assez ? Non, je me permets de dire ça sans arrogance, et je voudrais qu'ils l'entendent juste de professionnel à professionnel. Il n'y a pas de pédagogie, on n'explique pas assez, on ne délègue pas, et je pense que dans la course... aux égaux, on a abouti à une fragmentation du message politique qui fait qu'il n'est plus audible dans nos chaumières. Et du coup, heureusement, on a des élus territoriaux, on a des élus en province qui prennent les décisions pendant ce temps-là. Si l'élection avait lieu ce dimanche, comme disent les sondeurs, pour qui voteriez-vous ? Je ne sais pas. Et je ne voterai pas pour moi parce que je ne serai pas candidat. Alors pour qui ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qui peut répondre ça ? Qui d'éclairer ? C'est pas vrai. Non, d'abord, vous avez peur de dire de non ? Non, d'abord, tout le monde. Il ne faut pas regarder vos papiers, je suis là. Comme disent les enfants, vous savez, ils disent comme ça. C'est parce que vous me prenez le territoire là, à la Banon, là. Vous dites, vous parlez. Non, moi, d'abord, je ne sais pas. Et quand bien même j'y réfléchirai là tout haut et trouverai. Je ne peux pas, en tant qu'incarnant la marque Leclerc, engager dans mes choix l'ensemble des collaborateurs de Leclerc. Donc, y aller, ce serait aussi me séparer au risque de conflit d'intérêts, de me séparer des centres. Je reviens à ce sondage, parce qu'il est très marquant. Alors, les sondages valent ce qu'ils valent, mais vous avez 74 ans. Oui, pas encore, presque. Presque, vous faites moins. Merci. Oui, vous faites moi, c'est bien. Quand je fais mes courses chez Leclerc. Voilà, arrêtez vraiment ça. Quand on voit ce sondage, il se passe quelque chose. Alors ça peut-être que ça se dégonflera dans 3 mois. Ça, c'est le lot universel. Mais vous ne pouvez pas ne pas y penser, vous dire que politiquement, il y a quelque chose à faire avec ça. Qu'est-ce qui pourrait vous déterminer ? Non, enfin, aujourd'hui, je me trouve plus efficace là où je suis, avec les équipes avec lesquelles je travaille pour faire avancer la décarbonation, la COP20. Non, mais c'est mon projet. Michel Leclerc, ça m'intéresse pas. Il y a des hommes politiques et femmes qui sont venus de l'armée, De Gaulle, exemple extrême. Oui, mais il avait un projet. Bien sûr, voilà. de la banque comme Pompidou, avec des enseignants. On peut venir de partout. La politique n'est pas qu'un métier. Un certain nombre de politiciens, d'ailleurs, ça leur est reproché, ne sont jamais sortis des bureaux de campagne. Oui. À côté de ça, il y a eu des hauts fonctionnaires remarquables. Non, moi. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis ? Les projets. Je reviens des États-Unis. J'ai très peur, quoi. Les gens s'autocensurent. L'écologie, ça devient un ennemi. Moi, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Je veux accélérer avec tous les gens qui veulent bien. Et c'est beaucoup de monde. Vous savez, dans la distribution, on a tellement de fournisseurs, ça représente énormément de secteurs d'activité, que si nous, on n'y allait pas, l'économie française n'irait pas. Donc, nous allons y aller. Je veux ça, la décarbonation, la souveraineté. Et je veux qu'on arrête d'opposer le commerce à l'agriculture, à l'industrie. Ça, en Allemagne, par exemple, ils travaillent beaucoup plus ensemble. Et je veux être de ce côté-là. Et s'il y a un politique qui reprend ça, j'irai avec lui. Mais sinon, je préfère être là où je suis.